Ok, donc dans cette vidéo-là, on va faire un écrou. Ça se trouve être l'exercice numéro 4. Euh, donc c'est un petit peu plus complexe, mais ça va vous permettre de voir comment on peut réfléchir à une forme puis obtenir des éléments de géométrie de façon un peu plus complexe. Je tiens à attirer votre attention d'entrée de jeu au fait qu'on a un genre de congé, mais qui n'est pas tout à fait continu sur un écrou, normalement. Donc c'est légèrement arrondi ici, puis ça se localise sur les pointes. Donc je vais vous montrer une stratégie pour faire ce genre de forme-là. Donc, on va revenir au début de la modélisation. On va regarder de quoi ça a l'air. Première étape, on va afficher nos esquisses, sinon on verra rien. Donc on se fait un hexagone. Ensuite de ça, deuxième étape, on l'extrude. Troisième étape, on se trace un cercle sur le dessus de l'hexagone ici. Puis, on va projeter la surface de notre hexagone en faisant une esquisse sur cette face-là. On va pouvoir venir le contraindre, donc le rendre tangent avec les faces de l'hexagone, comme ça. En fait, les arêtes, pardon. Euh, Fait qu'on n'aura pas besoin de le dimensionner. Ensuite de ça, on va venir faire un plan, un peu comme nos plans d'origine, les trois plans qui viennent par défaut, on peut en ajouter autant qu'on veut. Dans ce cas-ci, on va en faire un qui passe par 3 points. Puis, ça va nous permettre de le mettre directement là, dans l'axe de notre hexagone. Donc, vous voyez, j'ai fait exprès de le mettre en diagonale comme ça pour vous montrer qu'il y avait moyen de le faire dans d'autres contextes là, qu'en utilisant le plan de l'origine qui, lui, est, si je recule un petit peu, on va le voir un peu mieux. Donc, vous voyez, il n'était pas dans le bon axe, notre origine, pour le faire. Ben, il aurait pu, mais bon, pour les besoins de la démonstration, on ne l'a pas fait comme ça. On va recacher notre origine, on va zoomer dessus, on continue dans l'arbre de modélisation. Donc, on va venir projeter notre forme, puis on va venir tracer un point qui part de cet endroit-là jusqu'à notre cercle. Donc, un point, une ligne, pardon. Ensuite de ça, on va venir faire une révolution, puis on va soustraire la forme qu'on cherche. Là, on veut l'avoir en bas aussi. Donc, on va venir se tracer un autre plan. Cette fois-ci, ça va être un plan médian entre le dessus et le dessous de notre pièce. On va venir faire une opération qu'on appelle miroir là, pour venir prendre l'opération qu'on a faite en haut, puis la replacer en bas sans avoir à refaire toutes les étapes qu'on a faites pour la faire en haut. Puis finalement, on va venir faire un trou fileté qui correspond là, à ce qu'on veut là, pour cet écrou-là. Ça ressemble à ça. Donc, on commence. En cliquant sur le petit plus en haut ici, on s'ouvre un nouveau dossier si ce n'est pas déjà fait. On active notre origine. On clique sur le plan de base. On appuie sur R pour entrer dans notre environnement de sketch. On appuie sur Escape pour sortir de notre fonction tout de suite en partant. Donc, j'essaye de cultiver l'utilisation des raccourcis ici. Ensuite de ça, on va appuyer sur S pour faire apparaître notre boîte de raccourcis. Puis, on va appuyer, on va écrire polygone. Donc, vous pouvez choisir le premier. C'est pas, je vous dirais le premier ou le dernier va faire le travail. L'idée, c'est que vous allez partir d'un centre, puis ensuite de ça, vous allez définir une dimension, là, soit à l'aide d'un cercle qui est contenu dans le polygone ou d'un cercle qui contient le polygone. Grosso modo, c'est la différence entre inscrit et circonscrit. On clique comme ça. On vient se tracer un polygone. Puis là, vous voyez, on peut le tourner. On peut aussi le redimensionner. On veut pas ça. Donc, on va aller chercher notre contrainte horizontale verticale. On va venir cliquer sur une arête. Donc maintenant, il ne peut plus tourner. On peut juste le redimensionner. Ensuite de ça, la largeur est de 19. Fait qu'on va cliquer sur un point, puis un autre point comme ça, pour lui donner une cote. Sachez que, à titre de rappel, si je reviens en arrière, on va supprimer cette cote-là. On va cliquer dessus, puis sur supprimer. Si je reviens en arrière et que j'appuie sur D, je peux sélectionner aussi des lignes pour dimensionner.
Donc, les points ou les lignes, dans certains cas, vont avoir le même effet sur le dimensionnement. Choisissez ce que vous préférez. Donc, on clique comme ça. On appuie sur... en fait, on tape 19. On peut rapprocher notre code, faire quelque chose de plus propre. Puis, on peut cacher notre origine parce que on n'en a plus besoin à ce stade-ci. Donc, une fois que ça c'est fait, on va cliquer sur terminer l'esquisse. Ensuite de ça, on se déplace un peu autour de notre forme en utilisant Shift et la molette de notre souris. On appuie sur, en fait, on clique sur notre forme pour la sélectionner. On appuie sur E pour l'extruder. Donc, vous voyez la fonction qui se sélectionne en haut ici. Encore une fois, vous pouvez aller chercher la fonction d'extrusion dans les menus. Je vous suggère d'utiliser les raccourcis clavier. Donc, on va entrer 10 pour 10 mm de haut. Ensuite de ça, c'est là que ça commence à devenir intéressant. On va se tracer un cercle sur le dessus pour commencer. Donc, on va sélectionner la face du dessus, puis on va appuyer sur R encore une fois. Donc, on entre dans notre environnement de sketch automatiquement avec l'outil rectangle de sélectionner. Si vous appuyez sur Escape, on le quitte. On appuie sur C pour sélectionner notre cercle. On aurait pu entrer dans l'environnement de sketch directement avec le C de cercle, ça fonctionne aussi. On va venir faire un cercle, on va venir le placer comme ça. Donc vous voyez un petit triangle à côté de mon curseur avec un petit X qui apparaît. Mon cercle devient noir automatiquement, puis la contrainte de tangence apparaît sur la ligne ici. Donc c'est ce qu'on veut. On veut que notre cercle soit tangent à une des faces. Donc cliquez sur le centre ici, sur notre origine, et tangent à une des faces, notre cercle est entièrement contraint. Ce qui fait actuellement qu'il est contraint, si on va ici et qu'on affiche la cote comme ça, donc en cliquant droit sur le sketch, à titre de rappel, qu'on affiche ce menu-là, si on affiche la cote, ce qui se trouve à se passer là, quand on utilise une géométrie qui est existante, c'est que le sketch précédent, avec nos contraintes géométriques pour déterminer notre hexagone, sert de référence pour le sketch suivant. Ça veut dire que si je double-clique ici puis que j'écris 30, ça va se modifier aussi en suivant. Et le cercle va rester tangent avec la forme. Donc c'est le sketch, la géométrie qui est référencée, pour le dire correctement, qui vient donner ses dimensions à cette pièce-là. C'est pour ça qu'on est capable d'avoir une ligne qui est noire sans avoir entrée de dimension. On va y revenir ultérieurement, mais ça peut être une bonne façon de créer une géométrie qui est facile à modifier si vous référencez bien chacune de vos pièces. Vous allez pouvoir les modifier, puis tout va se suivre comme il faut ensuite de ça. Donc, vous ne vous retrouverez pas avec des trous qui flottent entre guillemets dans le vide ou des éléments de géométrie là, qui sont déplacés inadéquatement là, si vous agrandissez une pièce par exemple. Rappelez-vous de l'exercice 1, c'était quand même un bon exemple de ça. Donc, on veut poursuivre maintenant. On va terminer l'esquisse. On a notre cercle. Notre cercle nous sert juste de valeur de référence dans ce cas-ci. Donc, on va aller en haut ici dans Construire. Puis, dans Construire, vous pouvez créer toutes sortes de plans. Des axes aussi, puis des points. Donc, ça se trouve à être différentes sortes de valeurs de référence sur lesquelles vous pouvez venir soit faire des sketchs, des esquisses, pardon, ou encore là, des axes de rotation qui sont potentiellement là, un peu laborieux à dessiner là, à l'aide d'une esquisse, alors qu'à l'aide de ces options-là, c'est assez rapide à faire. On y reviendra plus tard pour les autres. Pour l'instant, on va sélectionner un plan à travers 3 points. Ça va nous permettre de faire un plan sur la diagonale ici. Donc, on sélectionne un premier point, un deuxième point et un troisième point. Donc, ces 3 points-là nous permettent de déterminer un plan dans l'espace. Notez que vous ne pouvez pas utiliser 3 points qui sont collinéaires, donc sur la même ligne, sinon il ne sait pas en fait là, où placer le plan. C'est comme si vous lui demandiez de tracer un axe finalement. Vous allez avoir un message d'erreur si vous faites ça. Pour vous donner un exemple, on va le faire comme ça, puis comme ça. Vous voyez,
il n'est pas capable de le faire parce que les 3 points sont sur le même axe, donc il n'est pas capable de déterminer un plan. Comme ça, donc le premier, on clique comme ça, on voit apparaître notre plan, c'est beau, on appuie sur OK, on va sélectionner notre plan pour rentrer dans l'environnement de sketch, d'esquisse, on va appuyer sur R, on appuie sur Escape pour sortir de notre outil de rectangle, et puis on va venir appuyer sur S, puis on va utiliser la commande projection. Donc si vous ne l'avez pas déjà, vous pouvez écrire projection, l'ajouter. Sachez aussi que vous pouvez les déplacer là, dans votre menu comme ça en cliquant dessus puis en les faisant glisser. Donc vous pouvez les réordonner comme ça. Donc pour projection, on va venir sélectionner notre cercle. Ensuite de ça, on va venir sélectionner l'arête qui est ici. On va appuyer sur OK. Puis là, vous voyez, j'ai déplacé ma vue. Comment je fais pour retrouver la bonne vue qui correspond à mon esquisse? Vous voyez le petit bouton qui est ici, regardez, cliquez dessus, et hop, ça vous ramène perpendiculaire à votre esquisse. Donc, c'est aussi simple que ça ici. Ensuite de ça, on va venir tracer à l'aide de notre outil ligne, donc en appuyant sur L pour le raccourci, comme ça, une ligne. Du point qui correspond à notre cercle, à la ligne verticale qu'on a projetée. Ensuite de ça, on va venir refermer cette ligne-là ici, comme ça, encore avec ligne, comme ça. Donc, on obtient notre triangle qu'on va pouvoir là, soustraire à l'aide d'une révolution, mais il n'est pas encore dimensionné. Donc, on va le faire, on va appuyer sur D, on dimensionne ça comme ça, puis on va entrer la valeur de 0.75. Parfait. Donc, maintenant, on appuie sur échappe ou escape pour sortir là, de notre fonction. On termine l'esquisse, puis on va vouloir faire une révolution. Donc, si on appuie sur notre raccourci S, si vous n'avez pas déjà révolution, vous pouvez l'ajouter. On va l'utiliser quand même assez souvent lui aussi. Donc, révolution. Puis là, si on oublie l'accent, ça ne fonctionnera pas. Donc, ici, j'en profite pour vous mentionner, quand vous ajoutez des raccourcis ou des fonctions, vous allez voir des fois, deux fois la même fonction, une en bleu, une en orange. Le orange là, de type Craft Dinner, là, ça se trouve à être l'environnement surfacique. On n'y touchera pas pour l'instant, c'est un petit peu plus complexe que l'environnement solide. Donc, quand vous sélectionnez une fonction, assurez-vous qu'elle est bleue. Donc, on va chercher révolution. Puis on va sélectionner un contour. Vous voyez, en ce moment, je ne suis pas capable de sélectionner mon contour. Donc, c'est impossible de le faire. On va aller cliquer sur corps ici, puis on va cacher notre corps. Là, ça va être possible. Ensuite de ça, on va venir sélectionner notre axe. Donc, on peut sélectionner le centre de notre forme qui est ici, comme ça. Puis, on va réactiver notre corps. Automatiquement, Fusion, il voit qu'on passe au travers d'une forme qui existe déjà. Il va venir sélectionner l'opération de couper. Donc, c'est ce qu'on veut. On veut supprimer cette portion-là. On appuie sur OK. Donc, on a supprimé cette portion-là. Ensuite de ça, on veut refaire la même opération, mais en bas. On ne veut pas se casser la tête. Donc, on va faire une opération de miroir pour prendre ce qu'on a supprimé, puis le supprimer aussi en bas. Donc, on va aller dans Construire ici, Plan milieu, pour faire notre miroir. On va sélectionner la face du dessus, la face du dessous, puis on va avoir un plan milieu qui va nous servir de plan de symétrie. On va cliquer sur OK. Ensuite de ça, on réouvre notre outil raccourci. Si ce n'est pas déjà fait, on écrit miroir. Donc, symétrie miroir, on va cliquer ici. Dans type d'objet, on va sélectionner la fonction. Donc, ce qu'on veut, c'est faire un miroir de la soustraction, l'action de soustraire en révolution, notre profil. On peut sélectionner la fonction. Vous n'avez pas besoin de sélectionner l'esquisse d'ailleurs, hein, pour faire une opération de miroir, ça fonctionne quand même. Donc, plan de symétrie, on le sélectionne.
Et voilà. Donc on se retrouve avec nos deux, on va dire, congés là, de type boulon. Ensuite de ça, on va cacher nos plans de construction. Nos esquisses sont toutes déjà cachées. La dernière chose qu'on veut faire, c'est venir percer notre trou. Dans le premier exercice, je vous avais fait tracer des points pour venir placer les trous. Ici, parce qu'il est au centre, on n'a même pas besoin de le faire. Vous voyez, je peux cliquer là, sur le centre du trou, le déplacer manuellement, puis il va venir, il va être aimanté finalement vers le centre, comme ça. Donc on va venir le mettre au centre comme ça. Ça nous sauve une autre esquisse, donc une autre opération. Ensuite de ça, on va venir paramétrer notre trou. Première chose, on va sélectionner l'étendue. Donc nous autres, on veut qu'il soit percé au travers complètement de notre boulon. Ensuite de ça, on veut un trou qui est taraudé. Donc on va cliquer sur taraudé. Ça veut dire avec des filets. Donc petite spirale hélicoïdale, c'est un trou taraudé. Ensuite de ça, on va aller déterminer c'est quoi le type de filet qu'on veut. Dans ce cas-ci, vous avez là tous les types de filetage qui sont ici. Donc on pourrait avoir un trou métrique de type ISO ou un trou métrique de type ANSI, peu importe. Dans ce cas-ci, on ne se cassera pas la tête là, avec ça, la terminologie des filets et compagnie. Si vous avez des questions avec ça, gênez-vous pas. J'ai un petit ouvrage de référence là, avec lequel on peut se retrouver. Il aurait pu faire ça simple, mais bon, l'être humain étant ce qu'il est, vous avez tous ces types de standards qui existent pour sensiblement les mêmes mesures en métrique ou en impérial. Donc, voilà, c'est un beau reliquat de la révolution industrielle et ce qui a suivi ensuite. Donc on va aller chercher, en fait on va rester avec nos contours métriques ISO. On va aller chercher un trou de diamètre 12 ici, comme ça. Puis vous avez le diamètre nominal, donc celui avec lequel on va se repérer. Pour le trou qui est ici. Puis ensuite, ici, vous avez l'intervalle entre chacun des crêtes du filet. Donc, chacune des petites spirales a un intervalle de 1,75 mm, pour vous l'expliquer rapidement. Ensuite de ça, la classe du filet, ça n'a pas d'importance pour l'instant. La direction du filetage, par défaut, c'est toujours à droite. Puis finalement, si vous voulez voir la vraie modélisation du trou et non pas un rendu comme ça, vous pouvez cliquer sur modéliser. Sachez que si vous faites des assemblages de très grande taille, avec plusieurs pièces, c'est intéressant de ne pas modéliser le trou parce que vous supprimez beaucoup d'informations mathématiques à calculer pour Fusion 360. Donc ça va vous permettre d'avoir un fichier là, qui va présenter moins de délai de latence, par exemple. Si vous avez un ordinateur qui est plus faible, ça peut être super intéressant de faire ça pour économiser les ressources de votre ordinateur. Si vous voulez en contrepartie imprimer quelque chose en 3D comme ce boulon-là, ben, il faut que les filets soient modélisés. S'ils sont juste en représentation, c'est juste une texture qui est appliquée là, à l'intérieur du trou. Là. Donc ça ressemble à ça. On va cliquer sur modéliser, on va cliquer sur OK. Et puis on se retrouve avec notre boulon. Puis ce qui peut être intéressant, c'est que si on modifie les dimensions de notre boulon, on a la dimension là, appelons ça du chanfrein là, sur le contour, on a la dimension du trou, puis la largeur de notre boulon. Donc avec ces trois dimensions-là, puis l'épaisseur aussi. Donc avec ces quatre dimensions-là, on est capable de produire un boulon qui va être standard en modifiant 4 cotes. Donc vous avez un boulon entre guillemets universel qui est modélisé en ce moment. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, ou en tout cas presque universel, on va dire ça de même. Fait que ça ressemble à ça. On se retrouve dans un prochain vidéo.